Allez, c'est parti pour la matinale de gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis avec Mathieu Chauvin. Mathieu, bonjour. Bonjour Frédéric. Je le rappelle, Mathieu, vous êtes président d'ERES. Votre actualité, dont on a déjà parlé, c'est que vous avez procédé à une nouvelle acquisition, Bien Prévoir, Prime Alliance. C'est un peu une croissance à marche forcée chez ERES quand même. Alors c'est une croissance choisie. Oui. Ça fait bien longtemps maintenant qu'on s'était concentré sur la croissance de nos métiers, la croissance organique. L'épargne salariale, la retraite, et on s'est installé comme un acteur de l'épargne longue. Il nous paraissait essentiel dans le cadre de cette croissance de pouvoir apporter à nos partenaires une nouvelle brique qui est la brique de l'épargne immobilière. Parce que là, on élargit le terrain de jeu. Exactement, et c'est bien cet enjeu-là qui est visé dans l'acquisition de Bien Prévoir Prime Alliance, en même temps que l'on accède à une équipe de professionnels et d'experts de leur matière. Ça fait aussi un peu écho à notre ADN et à notre expertise sur nos métiers traditionnels. Le staff d'ERES, maintenant, c'est combien de personnes? On passe de combien à combien? Alors, chez RS, on est 100 désormais. On était à peu près 50 il y a 2 ans de cela. On sera 30 personnes de plus avec l'arrivée de Bien Prévoir Prime Alliance. Donc, on a une croissance de nos équipes, on a une croissance de nos encours, on a une croissance de nos produits et de nos partenaires, puisqu'on est passé de 2,5 milliards à 5,3 milliards d'actifs sous gestion. On est passé de 2000 à 4000 partenaires qui travaillent avec nous au quotidien. Et donc, on accélère très fort notre croissance depuis. J'imagine qu'il y a d'autres dossiers dans le pipe, enfin des dossiers que vous regardez. J'imagine que vous n'avez pas envie de nous en parler maintenant. En tout cas, on ne fait pas de la croissance externe une fin en soi. Donc, ce ne sont que des histoires d'opportunités et de bon sens. Il faut que ça fitte. Il faut que ça ait du sens pour nos métiers et pour nos partenaires. Sur votre métier de base, enfin votre métier historique, je crois que vous avez mis en avant une nouvelle offre en matière d'épargne salariale pour les PME. On peut en parler un peu? Avec plaisir. Oui, une nouvelle offre qui s'appelle RS Conviction. Elle est une nouvelle offre qui se lance bien longtemps après la toute première, qui était notre offre historique, et RS Sélection. RS Sélection, c'était plutôt une offre pour les très petites entreprises que manipulaient tous nos partenaires pour le chef d'entreprise et ses quelques salariés. RS Conviction a plutôt vocation à adresser le segment de la TPE, de la PME, de la petite PME. Et donc, c'est une offre qui est un peu plus simplifiée, même beaucoup simplifiée par rapport à RS Sélection. Donc, moins d'options d'abondement notamment et moins de fonds et une offre qui est complètement basée sur une sélection de fonds ISR. Donc, il y a 7 fonds ISR dans la solution. Parce qu'il y a quand même un peu une technicité sur l'épargne salariale. C'est pas un produit un peu compliqué à vendre? Ah non, c'est pas un produit compliqué à vendre, et d'ailleurs ça s'est beaucoup simplifié ces derniers temps puisque les mesures réglementaires ont considérablement assoupli les règles de mise en œuvre, notamment des dispositifs d'intéressement, la capacité de conclure de façon unilatérale les dispositifs dans le cas de ces très petites entreprises, et donc tout ça se simplifie, mais ça reste une matière qui nécessite quelques expertises, une connaissance, une formation, et c'est ça qu'on apporte nous à nos partenaires, c'est un accompagnement de tous les instants de la formation en passant par les outils digitaux jusqu'à l'accompagnement chez les clients pour aller les voir et délivrer le discours technique autour du produit. Un peu de technicité. Allez, Mathieu Chauvin, dernière question. Je suis CGP. 3 bonnes raisons que j'aurais de faire l'effort de vendre de la retraite. On a parlé épargne salariale, vous êtes aussi un spécialiste de la retraite. Et puis, quelle bonne raison j'aurais de travailler avec vous, enfin pas vous, Mathieu Chauvin en particulier, mais avec RS. La retraite, c'est un sujet dans l'air du temps. On parle beaucoup aujourd'hui des enjeux de la retraite et de la retraite par capitalisation, par voie de conséquence aux enjeux d'actualité sur la retraite par répartition. Oui. Donc les clients sont en attente de cette expertise-là. Donc il y a une petite vague. Ils sont en attente. Il faut y aller. Et ils sont en attente d'expertise parce que la construction des plafonds d'épargne retraite, parce que la construction de la transmission du
de l'économie d'impôt au niveau du foyer fiscal nécessite un vrai accompagnement de conseil, et c'est là qu'on a leur carte à jouer, tous nos partenaires, comparativement à leurs concurrents qui sont les réseaux traditionnels qui ont moins d'expertise, et donc ils ont de l'expertise à faire valoir. Et pour avoir cette expertise, il faut aller se former. Travailler avec... Il faut aller se former chez ceux qui connaissent bien la matière. Chez RS, nos équipes sont des hyper spécialistes du sujet. On fait des formations toute l'année. Il y a plus de 2000 personnes qui viennent nous voir chaque année dans nos séances de formation pour venir... Ce sont des formations validantes. Vous savez que... Ce sont des formations validantes, absolument. Donc ça compte dans mes obligations. Exactement, ça compte dans les obligations des 15 heures de DDA. D'accord. Formation payante ? Formation gratuite qui nous permet de délivrer effectivement ces expertises et d'expliquer ce qu'on sait faire à côté de la formation, c'est-à-dire des produits et des produits qui sont des plans d'épargne retraite individuels. Il y en a 2 chez RS aujourd'hui avec 2 compagnies d'assurance. Il y a une capacité de gérer ces dispositifs pour le compte de ses clients dans un écosystème totalement digital, y compris de l'acte de souscription à la demande de transfert en passant par les versements et les arbitrages. Donc tout est complètement digitalisé à l'intérieur de nos écosystèmes. Donc c'est ça qu'on vient chercher chez RS, en plus de l'expertise qui est le fer de lance de la maison. Ce pourquoi vous êtes connu, c'est très clair. Mathieu Chauvin, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite succès dans cette acquisition et puis on se retrouve pour une prochaine annonce. Merci Frédéric. À bientôt. À bientôt. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Laurent Calvet. Laurent, bonjour. Bonjour. Laurent, vous êtes gérant crédit chez Tikeo Capital. Votre actualité, c'est que vous lancez... Enfin, Tikeo Capital lance Tikeo 2025, un fonds à échéance. Un de plus, je suis tenté de dire, il y a un petit phénomène de mode là sur les fonds à échéance en ce moment. Ah, on est complètement sur un phénomène de mode. C'est vrai que c'est très dans l'air du temps. Ouais. Tout le monde se met à lancer un fonds à échéance. Mais à la différence de la grande majorité de nos compétiteurs sur cette thématique, qui sont plutôt à lancer des fonds high yield et plutôt duration longue. Haut rendement. Et il faut le rappeler, haut rendement, c'est haut risque. Hein. Ça va normalement de pair, effectivement. Donc vous n'êtes pas sur le high yield, vous êtes sur l'investment grade. Voilà, nous on propose un fonds daté investment grade de duration courte, 3 ans, à horizon 2025. Pourquoi une duration courte, 2025 ? Parce que plus c'est court, meilleure est la visibilité, on prend moins de risques de défaut, c'est ça ? Je pense qu'on aura l'occasion de l'aborder un petit peu plus tard, mais effectivement, dans un contexte où la probabilité d'une récession commence à être grandissante, il semble assez opportun à la fois de se positionner sur des entreprises qui ont des fondamentaux plus solides et pour la duration, effectivement, de fait, on a plus de visibilité sur la structure de... Sur ces stratégies à échéance buy and hold, il y a un peu des moments d'opportunité pour les gérants. C'est quand les marchés actions obligataires sont massacrés. Là, avec la hausse des taux, c'est le cas. On l'avait vu en 2008-2009. Vous privilégiez l'investment grade. Il y a moins de grains à moudre quand même sur l'investment grade. Alors, c'est quoi les perspectives de rendement ? Là, sur le fonds aujourd'hui, on est autour des 6% bruts. D'accord. Et pour ce qui est investment grade, effectivement, donc on a la solidité des fondamentaux, ce qui est très important dans le contexte récessionniste, et aussi voir ce qu'il y a dans les prix aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'investment grade traite, le marché de l'investment grade au global traite avec une prime de risque à plus de 200 points de base, quand le high yield traite avec une prime de risque autour des 600 points de base, et que les niveaux qui sont compatibles avec une récession, historiquement, quand on regarde les périodes un petit peu historiques, c'est 150 points de base pour l'investment grade et 700 pour le high yield. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les prix de l'investment grade intègrent clairement une récession, alors que le high yield, non. Voilà. C'est clair. Laurent, on sent chez vous un discours, je dirais pas prudent, mais vous envisagez, j'ai l'impression, un peu toujours le pire. Vous parlez de récession. C'est quoi votre vision ? Là, on termine bientôt 2022, 2023. Il y a quoi devant ? Alors, non, on ne regarde pas forcément tout le temps le pire, mais c'est être un peu transparent et avoir tous les éléments pour prendre une décision. Sur l'inflation, ça va continuer ou pas ? Parce que certains de vos confrères disent c'est de l'inflation importée liée à l'énergie et puis ça va se normaliser, ça va se calmer. Alors il y a une partie structurelle et une partie cyclique dans l'inflation, ce qui nous fait dire qu'on va rester sur un régime d'inflation beaucoup plus élevé que celui des 10 dernières années. C'est l'aspect structurel des choses, le fait que la Chine, par exemple, soit arrivée sur l'Organisation mondiale du travail en 2001 et que ça a été une force
désinflationniste extrêmement forte, avec une devise très basse. Aujourd'hui, ces Chinois-là prennent leur retraite, donc ils passent de travailleurs à consommateurs. Et en plus, comme ils veulent avoir une devise forte, une devise de réserve, ils doivent avoir une devise forte. Donc ça va avoir un choc inflationniste. On peut aussi citer, par exemple, la transition énergétique, le nombre d'investissements qu'il va falloir pour transitionner. Voilà. Donc ça, c'est inflationniste. Et ensuite, au lendemain du Covid, on a la démondialisation, le fait de rapatrier des industries stratégiques sur les sols nationaux. Donc ça aussi, c'est une composante inflationniste. La guerre en Europe, la guerre en Ukraine, c'est un facteur de risque pour vous? Est-ce qu'on arrive à imaginer comment ça va évoluer? C'est très difficile de prévoir un peu les agissements de M. Poutine. Sur l'aspect inflation, du coup, ça c'est plutôt un impact cyclique avec la crise énergétique. Mais de pouvoir prévoir ce qui va se passer en Ukraine, aujourd'hui, c'est très spéculatif. Compliqué. Et puis de toute façon, chez Tikeo Capital, on fait de l'investissement fondamental. On ne fait pas d'investissement macroéconomique, pas de paris sectoriel. C'est vraiment du cas par cas, analyser des sociétés et leur capacité de remboursement de la dette. Voilà. Ok. Laurent Galvet, vous êtes gérant crédit. Vous mettez sur le marché Tikeo 2025. D'investment grade, plutôt fonds court. Aujourd'hui, sur le marché obligataire qui est complexe, les taux remontent, on le sait, quand les taux remontent, le papier baisse. On joue quoi au-delà de ce fonds Tikeo 2025? C'est quoi votre tiercé gagnant? Et puis, c'est quoi un peu le tiercé perdant pour vous? Qu'est-ce qu'il faut mettre en portefeuille? Alors, soit des valeurs, soit des secteurs, soit des classes d'actifs. Bon, peut-être pour les gens qui nous écoutent, on va peut-être plutôt parler de secteur que juste de top 3 de valeurs. En termes de secteur, je dirais à privilégier aujourd'hui, on a le gaming, tout ce qui est... ça paraît... Mais même en période de récession, c'est des business... On a besoin de se distraire. Voilà, exactement. On a besoin d'aller jouer. Et c'est très résilient. Gaming. Et voilà, ils sont très cash. Ils génèrent beaucoup de cash, ces gens-là. Donc c'est vraiment et très peu exposés au risque inflationniste également. On a... après le gaming, on pourrait avoir... des secteurs plutôt défensifs. Le lendemain du Covid, c'était un peu la même chose. Donc, on a les télécoms et l'industrie pharmaceutique, puisque ça, la demande finale, même en période de récession, est toujours résiliente. Et sur les telcos, peut-être à nuancer, parce qu'on est plus sur un problème de structure de capital avec beaucoup de dettes. Donc là, aujourd'hui, ça va, mais quand il va falloir refinancer la dette avec des taux plus hauts, ça peut poser problème. Et donc, peut-être que je remplacerai les telcos par les financières. D'accord. Financière qui est un secteur, effectivement. Ouais, ça, c'est le tiercé gagnant. C'est ce qu'on a envie, ce qu'on fouille pour trouver des valeurs, des souches à mettre en portefeuille. Qui, selon nous, propose un couple rendement attractif. Il nous reste 2 secondes, le tiercé perdant. Le tiercé perdant, c'est plus simple. C'est tout ce qui est chimie. D'accord. Donc ça, c'est baisse de la demande finale. On était sur un point haut en termes de résultats. Et puis également des difficultés à passer les hausses de prix, davantage de hausses de prix sur les niveaux actuels. Donc la chimie, on a tout ce qui est retail. La distrib, consommation discrétionnaire, on va dire. Ça, c'est dans la thématique. C'est discrétionnaire, donc fatalement, il y a baisse du pouvoir d'achat. Si vous avez du mal à remplir votre frigo, pourquoi vous irez vous faire plaisir ailleurs. Et puis la construction également. La construction, dans les périodes de récession, souvent, il y a beaucoup d'entreprises dans ce secteur qui font faillite. Difficulté à gérer les coûts et on peut voir ce qu'on appelle des cost overrun quand vous vous engagez sur un projet à 6 mois. Et puis que pendant ces 6 mois, vous voyez que vos coûts augmentent et vous êtes obligé, vous êtes engagé à réaliser ce projet, mais tous vos coûts, vous n'aviez pas anticipé, et là, vous réalisez le projet même à perte de temps en temps. Très clair. À éviter. Très clair. Merci Laurent pour ce tiercé gagnant et ce tiercé perdant. Je vous en prie. À très bientôt. À bientôt.